C'est normal que je t'entende pas. Oui, je t'entends hyper mal. Tout à l'heure, je t'entendais bien. Bonjour à tous, bonjour Théo, bonjour Cléo, bonjour Théo. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode de Greenwatching. Aujourd'hui, on va parler mode. On est en plein dans la Fashion Week, c'est parfait, mais nous, on ne parlera pas de défilé, on va parler de l'impact environnemental du milieu textile. Quelles sont les solutions pour une mode plus durable? C'est ce qu'on va voir maintenant, alors n'hésitez pas à réagir dans le chat. Avec nous, donc, en plateau, on a Cléo Morel. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es étudiante en DNMAD au lycée Les Coteaux à Cannes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette formation, s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis en 2e année de DNMAD. C'est Diplôme national des métiers d'art et du design en mode. Donc c'est vraiment axé sur la création du vêtement. Donc c'est les étapes de A à Z. On commence par la matière. Ensuite, on apprend à assembler des pièces, à concevoir une silhouette. Et ensuite, il y a toute la partie médiatisation. On fait des retouches, on fait des projets vidéo, des shootings photos. Vraiment, c'est tout ce qui englobe le vêtement. Voilà. Ok. Et comment est-ce que du coup l'engagement environnemental il se reflète dans cette formation Donc nous, en cours, on a beaucoup de prévention par rapport au niveau des Voilà, exactement. Donc au niveau des textiles, on nous a déjà prévenu que c'était important parce que la mode, c'est un secteur très polluant. Et donc il y a beaucoup d'élèves dans ma classe, je sais, qui sont très axés là-dessus, dont moi. C'est très important de penser à ça avant tout au niveau de la mode, à penser au futur des vêtements en fait. Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, au programme de l'émission, on va avoir des explications et des décryptages sur les pollutions générées par l'industrie textile, un focus sur la place que prend la seconde main sur le marché et aussi des solutions innovantes pour une mode plus durable. Et avant d'écouter nos super chroniqueurs, désolé Théo, c'est bientôt à toi, on va avoir besoin de quelques chiffres pour bien comprendre les enjeux. Et donc Eulalie nous a fait un récap, on l'écoute maintenant. L'industrie textile a un impact C'est très pas celle néfaste d'Aurélie. sur l'environnement. C'est d'ailleurs l'une des industries les plus polluantes au monde. Annuellement, elle est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon l'Agence de la transition écologique, 4 milliards de tonnes de CO2 seraient émises chaque année par l'industrie du textile. Cette pollution atmosphérique, elle est largement due à la production et au transport des vêtements. Par exemple, un t-shirt en coton émet 5 kg de CO2 pendant sa phase de production. La création des tissus synthétiques, tels que le polyester, est aussi largement responsable de ces émissions, puisqu'elle consomme du pétrole, dont la combustion relâche des gaz à effet de serre. Selon la fondation Ellen MacArthur, 70% des fibres synthétiques de nos vêtements seraient créées à base de pétrole. Cela correspond à 342 millions de barils utilisés chaque année par le monde de la mode. Autre ressource dont l'industrie textile est gourmande, l'eau. 93 milliards de litres seraient utilisés tous les ans à l'échelle mondiale. La production des matières premières, mais également le lavage des vêtements, sont à l'origine de cette surconsommation. Par exemple, la fabrication de votre jean favori a nécessité 9000 litres d'eau, soit l'équivalent de 285 douches. Pour un t-shirt basique en coton, comptez 2700 litres, à savoir par ailleurs que les plantations de coton sont les cultures les plus friandes en eau. Cette eau, elle est d'ailleurs polluée par l'activité textile. Ce sont d'une part les teintures et produits chimiques utilisés pour la coloration et l'aspect des vêtements qui sont responsables de cette détérioration. Selon le Parlement européen, 20% de la pollution mondiale de l'eau est due à l'industrie du vêtement. D'autre part, les lavages d'entretien de nos habits sont aussi responsables de la pollution de l'eau. En effet, les matières synthétiques relâchent à chaque lavage des microparticules de plastique, environ 240 000 tonnes par an dans le monde. Pour visualiser l'ampleur de ce chiffre, imaginez-vous 24 milliards de bouteilles plastiques rejetées chaque année dans les océans. Maintenant qu'on a bien compris, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est les soldes en ce moment. Et depuis donc le 10 janvier, elles se finiront le 6 février. Vous les Greenwatchers, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, est-ce que vous avez fait les soldes? Salut Théo. Salut Lucie. Ça va? Ça va et toi? Oui, est-ce que tu peux nous expliquer quel impact les soldes ont sur l'environnement?
Bah écoute, en fait, à la base, les soldes, ça peut sembler écologique. Effectivement, c'est une période durant laquelle les enseignes diminuent le prix de leurs vêtements, parfois jusqu'à moins 70% dans le but d'écouler leur stock. Donc à première vue, on peut voir un avantage forcément pour le consommateur puisque son pouvoir d'achat augmente, mais aussi pour l'écologie puisque des habits qui vont être achetés ne seront pas jetés ou du moins pas tout de suite. Mais là où ça dérape, c'est qu'en fait, pendant ces périodes de soldes, il y a plus de clients qui se rendent dans les magasins et pour avoir toujours quelque chose à leur vendre, les marques produisent plus d'habits encore. Yann Rivoilan, le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, explique, je cite, que les commandes de stock sont basées sur des hypothèses de vente. Ainsi, il est difficile pour les enseignes d'estimer précisément le nombre de ventes pour chaque article, ce qui fait que des pertes sont anticipées en raison de cette incertitude. Ok, mais concrètement, ce chiffre à combien ces pertes? Alors les chiffres ne sont pas tous connus, mais pour te donner une idée, chaque année dans le monde, il y a 100 milliards de vêtements qui sont vendus et 400 milliards de vêtements qui sont jetés. Donc ça représente, comme on le voit ici, 300 millions de mètres cubes d'eau. Donc des vêtements qui sont jetés par des particuliers, mais aussi par des géants de la mode qui pour la plupart brûlent leur excédent. En 2017, il y avait un article du New York Times qui révélait que H&M avait brûlé plus de 12 tonnes de vêtements, ce qui représente l'équivalent de 4 milliards de dollars d'invendus. Donc selon une étude de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, entre 10 000 et 20 000 tonnes de vêtements neufs seraient jetés et détruits chaque année en France. Donc pour mettre fin à cette aberration écologique, une réglementation commence à être mise en place. Depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, interdit toute dissolution en France d'invendus non alimentaires. Et le 5 décembre dernier, c'était l'Union européenne qui interdisait la destruction de tout vêtement neuf invendu. Mais est-ce que les consommateurs, ils ont vraiment conscience de toutes ces problématiques? C'est pas le cas de tout le monde, du moins ceux qu'on a rencontrés à Cannes avec Audrey de Quinal n'étaient pas tous renseignés sur l'impact environnemental de la mode, comme on peut le voir par ces témoignages. Qui devra arriver incessamment sous peu. C'est écologique pour moi dans le sens où à ce moment-là on évite de gaspiller des vêtements qui pourraient finir justement dans des décharges, n'importe où. C'est favorable pour les familles parce que la situation financière aujourd'hui ne permet pas à tout le monde d'acheter des articles qui sont à un prix très élevé. Mais au niveau de l'écologie, c'est clair qu'on sait que c'est pas favorable. Il faut qu'on se remette en question sur notre façon de consommer. Je pense qu'on surconsomme tous autant qu'on consomme. Les soldes, c'est quoi? C'est encore acheter un énième vêtement alors qu'on les a peut-être pas tous déjà portés. Bien sûr, mais je regarde aussi l'impact du porte-monnaie. C'est ça, on aimerait bien être écolo, mais la situation financière ne nous permet pas. Voilà. Mais on sait très bien que c'est pas favorable à l'écologie. Ouais, ça a 10 ans, une boulotte. Non, moi je regarde pas d'où ça vient, j'achète ce qui me plaît. Mais j'ai une théorie qui fait que cher c'est pas cher. C'est comme j'achète un truc qui me plaît, je regarde pas le prix, mais j'achète une fois pour de bon. Dans l'origine des produits, oui, non. Ça c'est sûr, je vérifie toujours systématiquement les étiquettes, ça y a pas de souci. L'origine écologique, mais après c'est vrai que de temps en temps, comme tout le monde, je crache. Quand je vois une belle pièce, c'est ça. J'achète aussi. Alors il faut savoir que depuis quelques années, les soldes connaissent une baisse de popularité en France. Selon la Chambre du commerce et de l'industrie, la fréquentation des magasins pendant les soldes a baissé de 31% et le prix du panier moyen de 30%. Alors si la conscience écologique grandit, c'est surtout la baisse du pouvoir d'achat qui fait que les Français font moins les soldes, comme on l'a vu dans ce reportage. Et aussi, il y a aussi un phénomène qui a émergé ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup plus de promotions, que ce soit pendant des périodes de vente privée ou encore pendant le Black Friday, ce qui fait que les Français attendent moins les soldes pour consommer. Ouais, il y a des soldes toute l'année quoi maintenant. Exactement, ouais. Ok, et toi Cléo, tu les fais les soldes? Est-ce que tu les as fait dans ta vie? Ça t'arrive de te faire un peu piéger du coup par la logique consumériste qui dirait bon comme c'est pas cher j'achète alors que j'en ai pas forcément besoin? Absolument, en fait avant, quand j'étais pas vraiment renseignée, moi en tant que consommatrice lambda, je me dirigeais beaucoup vers les soldes parce que j'avais toujours envie d'avoir de nouveaux vêtements, de nouveaux looks, surtout que j'adore la mode. Et du coup je me dirigeais vers le moins cher et le plus efficace, sans pour autant faire attention aux conséquences écologiques. Et c'est vrai que moi, comme je suis plongée dans l'univers de la mode, tout ça, j'ai appris avec des documentaires, avec les professeurs ou les personnes de ma classe, on parle beaucoup. Et du coup, j'ai appris à réduire ma consommation, à privilégier les vêtements plus qualitatifs, plus dans la qualité que la quantité. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous au courant de ce
cache derrière ça. Non, c'est sûr, on est même peu, je pense, à être au courant, ou en tout cas à l'appliquer dans notre quotidien. Mais du coup, Théo, il existe quand même des solutions pour faire des soldes éco-responsables ou pas du tout? Il y en a quelques-unes pour limiter la pollution engendrée par les soldes. Il est conseillé de se tourner vers des produits de seconde main ou de marketing. Mais en fait, le problème, c'est que certaines boutiques qui vendent ce type de vêtements ne peuvent pas se permettre de faire des soldes sur leurs produits parce qu'ils n'ont pas un stock énorme, comme le montre le reportage fait par Jade Sedmi et Lucas Métairie qu'on va voir bientôt. Qui arrive vite. Dans ce concept histoire, des vêtements aux bijoux en passant par les accessoires, tous proviennent de créateurs éco-responsables. Ça, par exemple, c'est de la laine bouillie, c'est des petits chaussons tout fait main, tout tricoté main. Enfin voilà, là, on est vraiment dans le local fait main en petite quantité. Pour Lucas, impossible de faire baisser le prix de ces pièces d'exception, parfois directement venues du Danemark. C'est un pari qui est assez risqué quand même pour un commerçant. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on existe. Et le fait de ne pas solder, c'est un peu avancer à contre-courant de ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui. Un produit qui est soldé, ça veut dire qu'il part de sa valeur à un instant T. Un produit, il a de la saisonnalité. Un produit peut être très cher l'hiver, pas cher l'été. Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Dans cette friperie, petit bout d'Amérique au centre de Cannes, pas question non plus de faire les soldes. Une opération commerciale jugée vide de sens. Des prix, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, on peut en trouver un petit peu partout. On a quand même une panel de choix, que ce soit dans le seconde main, dans le vintage ou bien même dans les produits neufs. Alors que les magasins qui soldent font un bénéfice moyen supplémentaire de 40%, ces petits commerçants restent fidèles à leur engagement, au risque d'attirer moins de clients. Merci beaucoup Théo, on en parlait dans le reportage, les friperies. Lily et Angèle, elles sont allées voir d'autres friperies à Cannes. Alors là, solde ou pas solde, c'est plus la question, mais c'est plutôt comment vendre de l'occasion, de la seconde main dans la ville du luxe et des paillettes. On voit ça avec elles tout de suite. Dans ce concept Prada. Bon, en tout cas, on va essayer de voir ça tout de suite. Salut tout le monde, je m'appelle Romane et aujourd'hui ça fait 5 ans que j'utilise Vinted. On peut clairement dire que je suis accro parce que tous les jours je suis à la recherche des meilleures offres et surtout je n'achète presque plus de neuf. Donc aujourd'hui vous allez me suivre dans mon quotidien avec Vinted. Ça tombe bien, je viens de recevoir une commande, on va la préparer ensemble. Je commence par imprimer le bordereau que l'application m'envoie par mail, à savoir que je ne paye aucun frais. Et je sélectionne un carton parmi tous les les friperies dans le monde, à Cannes, la ville du luxe et des paillettes. Prada, Longchamp ou encore Gucci, toutes ces belles marques décorent le centre de la ville de Cannes. Mais dans tout ce luxe, où vont les Cannois pour faire leur shopping? Et toujours dans des boutiques locales, entre autres à Cannes. Les boutiques comme Carhartt, etc., mais plus vers Aix-en-Provence. Que de la première main et principalement à Zara. Alors moi, c'est plutôt en première main, j'achète jamais en seconde main. Et soit j'achète chez Bershka, soit sur Shein. Bon, je sais que c'est pas très bien, mais en tant qu'étudiante, j'ai pas un gros budget. Pour ceux qui ont un budget restreint, les boutiques de première main ne sont pas les seules options à Cannes. Mana, Central Fripe, La Fabrique US ou encore Habit 06. Le dépôt de vente situé rue Mimon est connu pour ses petits prix. Selon la responsable Béatrice, c'est apprécié par les Cannois, chacun pour ses propres raisons. Il y a vraiment toutes sortes de clients. On a des clients qui viennent parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens de s'habiller dans la rue d'Antibes. Donc ils viennent chez nous pour dénicher des vêtements vraiment à tout petit prix. Par contre, on a aussi une clientèle, donc à l'extrême, donc on a cette clientèle de petit prix, mais à l'extrême, on a des clients qui viennent chiner chez nous des belles pièces. Peu importe la raison, la consommation de seconde main a eu l'air de gagner le cœur des Français, car depuis 2020, elle a augmenté au total de 22%. Les viewers cannois, ou en tout cas qui sont passés par Cannes, est-ce que vous connaissiez ces boutiques? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Entre-temps, Faustine, tu es arrivée, ça va? Ça va, merci. Alors, on parlait à l'instant de seconde main en friperie, mais ce qui se développe aussi beaucoup, c'est la seconde main en ligne.
Depuis quelques années, les plateformes de vente de seconde main connaissent un succès fou, un énorme succès. Parmi elles, on compte Vinted, c'est la plus connue. Il y a 80 millions de membres en Europe et en Amérique du Nord et 11 millions en France. Il y a aussi Vestiaire Collectif qui est assez connu, c'est plutôt pour le luxe. Et aussi, par exemple, V-Dressing, ça fonctionne un peu sur le même principe que Vinted. Toi, aujourd'hui, Faustine, tu vas nous parler du coup de leur impact environnemental à ces plateformes de seconde main. Et donc, pour bien comprendre, on va d'abord se glisser dans la peau d'une consommatrice. Romane, elle achète et elle vend beaucoup sur Vinted. On va comprendre un peu comment ça marche. On l'écoute maintenant. Salut tout le monde, je m'appelle Romane et aujourd'hui ça fait 5 ans que j'utilise Vinted. On peut clairement dire que je suis accro parce que tous les jours je suis à la recherche des meilleures offres et surtout je n'achète presque plus de neuf. Donc aujourd'hui vous allez me suivre dans mon quotidien avec Vinted. Ça tombe bien, je viens de recevoir une commande, on va la préparer ensemble. Je commence par imprimer le bordereau que l'application m'envoie par mail, à savoir que je ne paye aucun frais. Et je sélectionne un carton parmi tous les anciens cartons que j'ai reçus moi-même de mes commandes. Aujourd'hui, j'ai vendu ma fourrure marron, très à la mode en ce moment, et je l'ai moi-même acheté en friperie à Genève pour 10 francs suisses, à peu près 10 € du coup, et je l'ai vendu aujourd'hui 18, donc j'ai fait du bénéfice. Je me munis de ma paire de ciseaux et de mon scotch. J'achète un scotch à peu près tous les 2 mois pour le prix de 4 €. Et j'emballe mon colis. Allez, c'est parti, on va ensemble enrôler. Je dépose mon colis dans ce port relais où navigue une 50aine de colis par jour. Maintenant, je vais boire un verre avec des amis à qui je vais demander un avis écologique et objectif sur Vinted. Oui, il y a une démarche écologique parce qu'on va acheter des vêtements de seconde main. Du coup, c'est se responsabiliser et se sensibiliser par rapport à des causes cool. Mais après, tout ce qui est frais de livraison, il y a aussi quand même pas mal d'engagement et de personnes maintenant sur la plateforme. Du coup, ça reste une empreinte carbone importante sur tout ce qui est digital et tout. Parce que, étant donné que je commande quelque chose qui est de la seconde main, en fait, je donne une deuxième vie à un objet qui a déjà servi. Donc ça, c'est écologique. En revanche, quand je commande, c'est un colis qui arrive et qui est livré que pour moi. On se retrouve le lendemain, je vais aller chercher un colis que je viens de recevoir à mon point relais colis et on va le déballer ensemble. J'aurais donc payé ce coloris 9,99 €, ce qui m'a permis d'économiser 6,09 €. Mais ce n'est pas l'économie pécuniaire qui était la plus intéressante ici, mais bien l'économie écologique. Car oui, la production de ce col roulé est quand même élevée à 5,2 kg de CO2, parce qu'il contient 95% de viscose et 5% d'élastane, et équivaut à 16 tonnes de pollution en avion, de par son transport du Cambodge à la France. Ce n'est pas tout parce que la production de ce col roulé a un coût humain. En effet, H&M, la marque de fast fashion, exploite des employés au Cambodge. Grâce à la seconde main, ce col roulé n'aura été produit qu'une fois et donc aura bénéficié d'une seconde vie. Le CO2 émis par la production aura été émis qu'une seule fois. 200 kg de CO2 seulement auront été nécessaires pour son transport et les contribuants du marché de Vinted auront été payés justement au salaire minimum français. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère sincèrement que je vous aurai convaincu de vivre votre propre aventure Vinted. Ça m'a totalement changé la vie personnellement parce que j'ai réduit mon coût économique et mon coût écologique et je peux changer de garde-robe plus souvent à moindre coût sans me sentir coupable. À bientôt. Alors Vinted, comme vous l'avez vu, ça permet de dégoter des vêtements, des accessoires, des objets de décoration pour seulement quelques euros et en quelques clics, ce qui rend l'achat très facile. Parce que oui, chaque seconde, 2,2 articles sont vendus sur l'application dans le monde, ce qui est assez énorme. Et pour vous donner un chiffre un peu plus global, en 2019, 40% des Français ont acheté des vêtements d'occasion et la moitié a eu recours à Vinted pour ses achats. Et vous, Lucie et Cléo, je ne sais pas si vous utilisez régulièrement Vinted. Moi, je sais que ouais, je l'utilise quand même, je sais pas, je peux pas quantifier, mais une fois par mois, je pense que je commande un truc, ouais. Toi ? Moi aussi, 2-3 fois peut-être par mois. Ouais, j'ai un pantalon qui vient de Vinted et mes chaussures aussi, en fait. Et depuis longtemps ?
Ouais, ça fait un moment que j'utilise Vinted et c'est effectivement super pratique. Je trouve ça beaucoup plus écolo de réutiliser des vêtements, ça évite d'en reproduire. Donc, et je peux changer souvent, donc c'est sympa. Donc c'est plus pour l'aspect écologique que plutôt de se dire ah bah j'ai un pantalon que je vais payer 3 fois moins cher qu'en boutique, ou alors c'est allier les deux aussi? C'est allier les deux parce que je suis aussi étudiante, donc je peux pas acheter tout ce que je veux non plus. Donc c'est vrai que c'est bien sur les 2 points. Ouais, je pense quand même que le prix, ça rentre en jeu. C'est aussi parce que c'est moins cher qu'on va sur Vinted et qu'on se fait livrer. Parce que, il y a quand même des prix hyper cassés qui attirent. Et en plus, comme nous, on est de cette génération où commander en ligne, ça nous choque pas. Commander en plus de la seconde main, ça nous paraît un double bénéfice, quoi. Eh bien en fait, Lucie et Cléo, les plateformes de seconde main, malgré le message qu'elles souhaitent nous faire passer, c'est pas forcément la solution la plus écologique pour faire face au fast fashion. Différentes activistes et chercheuses ont notamment affirmé que Vinted encourage à la rotation rapide de modèles qui sont eux en grande partie issus de la fast fashion. En fait, on vide ces placards aussi vite qu'on les re-remplit parce que souvent en voyant un vêtement de marque à 70% du prix initial, les consommateurs sont tentés alors qu'ils n'en ont pas forcément le besoin. Et également souvent l'argent acquis tourne en circuit fermé sur l'application, c'est-à-dire que par exemple Romane, lorsqu'elle a acheté son col roulé, elle a utilisé de l'argent qu'elle a reçu d'une précédente vente, et donc en fait l'argent est tout le temps réinvesti dans des nouveaux vêtements, ce qui va encourager un petit peu à la surconsommation. Mais tout de même, l'achat de vêtements de seconde main sur les plateformes a de bons côtés parce que prolonger la durée de vie d'un vêtement de seulement 9 mois pourrait réduire leur émission de carbone de 10%, ce qui n'est quand même pas négociable. Donc Vinted reste une bonne alternative au rachat de nouveaux vêtements. Mais du coup, quand on achète sur Vinted, est-ce que ça pollue vraiment moins qu'un achat en magasin ? Alors en moyenne, l'achat d'un vêtement de seconde main permettrait d'éviter 1,8 kg de CO2 par rapport à l'achat d'un article neuf. Donc c'est quand même pas mal. Mais la seconde main sur internet a des mauvais côtés. Donc je prends encore pour exemple Romane. Lorsqu'elle a envoyé son manteau, elle a utilisé un carton plus gros que le vêtement parce qu'on n'a pas toujours les bons cartons à disposition. Même si celui-ci a été recyclé d'un précédent colis, ça va prendre de la place inutile dans les camions de livraison. Et une étude britannique a d'ailleurs montré que la part de vide représente 24% d'un colis et on ne s'en rend pas forcément compte. En fait, ce manque d'optimisation génère 122 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent des émissions de CO2 de l'Argentine en un an. Et vous, dans le chat, est-ce que vous commentez sur Vinted? Parce que là, je vous sens un peu endormie. Alors dites-le nous. Et Lucie, est-ce que tu sais combien de CO2 rejette le transport d'un colis? Non, tu te doutes bien que non, je ne le sais pas. Alors déjà, il faut savoir que quand on fait un achat en ligne, ça équivaut à 1 km parcouru par une voiture en termes de rejet de CO2. Car oui, les achats en ligne polluent et ils font chauffer les data centers qui participent donc à la pollution numérique. Et si on prend pour exemple, encore une fois, le pull que Romane a acheté, alors celui-ci vient des Pays-Bas et a été transporté par camion pour arriver jusque dans sa boîte aux lettres. Donc le transport en camion plus le trajet en voiture qu'a parcouru Romane pour aller jusqu'au point relais qui se trouve à 2 km, cela correspond à 200 kg de CO2 rejetés rien que pour le transport. Alors avant, pour éviter toute cette pollution, Vinted avait mis en place une fonctionnalité qui permettait de sélectionner uniquement des vêtements qui étaient disponibles dans un rayon de quelques kilomètres autour de chez nous. Mais malheureusement, cela a été enlevé pour des raisons de sécurité, éviter le transfert d'argent en main propre. Alors à moins de passer des heures sur la plateforme, il est compliqué de trouver des vêtements qui se trouvent tout près de chez nous. Et puis Faustine, tu me parlais aussi d'un autre problème, c'est l'achat-revente sur Vinted, c'est ça? C'est ça, il y a un problème avec Vinted et qui n'est pas des moindres, c'est que c'est devenu un vrai gagne-pain pour certains utilisateurs qui achètent des articles dans des brocantes, dans des friperies et qui les revendent 2, 3 à 4 fois plus cher que le prix auquel ils l'ont acheté sur Vinted, ce qui est totalement contraire au principe de l'application qui était de base d'être écologique. En fait, on peut voir par exemple énormément de vidéos sur TikTok ou sur YouTube qui expliquent comment gagner de l'argent et construire en fait un vrai business grâce à Vinted et à l'achat-revente. Donc mon petit conseil, si vous utilisez Vinted, dans une optique écologique, faites attention à la provenance de votre article et faites aussi attention aux membres qui vendent des articles. Souvent il y a un petit badge, c'est écrit pro par exemple,
Et ça veut souvent dire que ces utilisateurs ont des entreprises à côté et qu'ils revendent des vêtements à travers l'application pour se faire connaître et faire plus de ventes. Et donc l'objectif n'est pas souvent écologique. Mais malgré tous ces mauvais côtés que je vous ai cités, Vinted, c'est quand même une bonne alternative parce qu'en achetant des vêtements de seconde main sur cette plateforme, vous évitez quand même de gaspiller 7500 litres d'eau pour la fabrication d'un jean, par exemple, ou encore le rejet de 11,9 kg de CO2 pour l'achat d'une chemise. Alors pour être encore plus écologique, mieux vaut privilégier les brocantes, les friperies, les dépôts-ventes ou encore louer ses vêtements, comme vous en parlera Estelle dans quelques minutes. Merci beaucoup Faustine. Merci. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit il faudrait peut-être envisager de transporter les colis via le fret ferroviaire plutôt que les camions. On le connaît, c'est Victor Combala qui adore les trains. Et qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Tu penses que ça serait une meilleure solution? Ça peut être une meilleure solution parce que les trains, on sait, sont plus écologiques que le transport par camion ou par avion. Mais après, peut-être que si c'est pas fait, c'est que c'est peut-être pas possible. Je suis pas experte sur ce sujet. Pour l'instant, nous, ce qu'on peut faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de regarder où habite la personne pour ne pas faire venir juste un t-shirt de l'autre bout du monde. Du monde, on peut Toi, le dire. t'avais conscience de ces problèmes un peu de gens qui achètent en très grande quantité et qui font vraiment un business autour de Vinted? Non, pas vraiment. En fait, là, j'ai même appris des choses en entendant parler. Par exemple, le fait que on utilise de gros emballages pour des petits articles, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que je trouve quand même que Vinted, c'est quand même une bonne solution. En fait, il n'y a pas de miracle dans la consommation, dans la mode. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de grandes solutions. Donc, c'est le mieux qu'on puisse faire, je pense. C'est ça, c'est qu'en fait on peut faire des petites choses tout en utilisant Vinted sur la vente aussi, mettre dans des cartons qu'on réutilise qui nous ont déjà servi, pas en acheter des neufs, peut-être acheter des lots, on peut faire ça sur Vinted, vouloir acheter à un seul vendeur du coup 2, 3, 4 vêtements, ce qui nous permet à côté du coup de recevoir tout d'un coup et de pas faire un transport juste pour c'est vrai que quand on commande je sais pas une bague, un t-shirt, une paire de chaussettes, j'en sais rien, ça peut polluer beaucoup. En fait oui, ce qui est important c'est d'éviter d'acheter sur Vinted parce que on l'a vu alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Le but vraiment c'est d'être écologique et de se dire je vais revendre des vêtements parce que ça me va plus, et au lieu d'aller en racheter dans des magasins de fast fashion, on va se servir de Vinted, mais il ne faut pas que ça devienne de la surconsommation, et c'est un petit peu le problème qu'il peut y avoir avec l'application. Ouais, et puis se dire qu'en fait comme c'est pas cher, on l'achète, on le met une fois ou deux, c'est pas grave parce qu'on l'a acheté parce qu'on l'a acheté sur Vinted. Écoute Faustine, merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. On a la chance de recevoir Marika Bossier, normalement en visio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes consultante en mode éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que ça veut dire, parce que je pense pas que ça parle à tout le monde. Alors en fait, j'ai une formation de styliste, modéliste. Et j'ai aussi été acheteuse textile pour différentes enseignes. Et l'idée, c'est de rejoindre cette complémentarité pour aider les marques, les jeunes marques et les jeunes créateurs à faire des vêtements le plus responsable possible aujourd'hui. Et donc, ça va partir du choix des matières à la façon dont on va confectionner le vêtement, c'est-à-dire réfléchir au nombre de coutures, au nombre d'accessoires, les boutons, est-ce qu'ils sont recyclables, pas recyclables, réfléchir à la vie du vêtement, de sa naissance. Est-ce qu'on pourra le composter? Est-ce qu'il sera biocompostable? Et est-ce qu'on pourra le mettre vraiment à la poubelle sans que ça pollue? Ok, donc c'est vraiment l'idée de suivre tout le processus de la confection jusqu'à la vente d'un vêtement. La vie du vêtement, c'est exactement ça. Ok, et c'est quoi les Tout va partir d'abord déjà du choix du textile. Ouais. Choisir un textile qui est déjà existant. Aujourd'hui, on parle beaucoup des tissus dormants. Une bonne solution parce qu'on peut déjà utiliser des tissus d'aller encore en fabriquer des nouveaux qui va consommer de l'eau, dégager du carbone, etc.
Donc ça, c'est la première chose qu'on peut utiliser. Après, ça va être le placement sur le tissu pour essayer d'avoir le moins de chutes possible, parce que les chutes de tissu, ça génère encore du déchet. Donc, étudier la forme du vêtement pour qu'il y ait le moins de déchets possible, étudier la façon dont on va utiliser ces déchets. Réfléchir justement aux accessoires et éviter le plastique au maximum. En tout cas, moi, c'est ma politique. Donc peut-être trouver des boutons qui existent déjà, de la seconde main, dans des brocantes, des choses comme ça. Récupérer un vieux poulet qu'on peut plus mettre, récupérer les boutons. Voilà, il y a plein de solutions qui permettent de faire la confection responsable. Vous avez aussi la possibilité de fabriquer à la commande. Donc, les personnes choisissent de commander et une fois que les commandes sont passées, on fabrique, ce qui évite de produire des quantités inutiles. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. De toute façon, les tissus, on en reparlera un petit peu plus tard avec notamment la chronique d'Aurélien. Là, c'est toi, Estelle, qui est là aujourd'hui, enfin maintenant, pour nous parler d'un truc en particulier. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Très bien. Bah oui, donc moi j'ai vu que l'Agence de la transition écologique avait sorti en 2022 une étude détaillée sur l'impact de la mode sur l'environnement. Et je me suis beaucoup appuyée sur cette étude parce qu'elle fait beaucoup réfléchir, elle donne des gros chiffres. Par exemple, il faut savoir que 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde et que leur production a doublé entre 2000 et 2014. Et qu'en moyenne, une personne achète 40% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans alors qu'elle les garde moitié moins longtemps. Ouais, donc c'est vraiment énorme, enfin, c'est astronomique ces chiffres, mais en même temps, bon, on est bien obligé de s'habiller, on ne peut pas arrêter toutes les productions de vêtements. Non, ça c'est sûr, mais il ne faut pas confondre le besoin de s'habiller et la surconsommation de vêtements. Certains d'entre nous, par exemple, ne portent leurs vêtements qu'une dizaine de fois avant de s'en débarrasser. Et dans le monde, le débarras d'habits encore portables représenterait une perte de 460 milliards de dollars par an. En Europe, on se débarrasse chaque année de 4 millions de tonnes de textiles. Donc c'est 80% qui sont jetés directement dans les poubelles et qui sont brûlés. Et seulement 10 à 12% qui sont revendus en seconde main. Ok, mais du coup, vous, Cléo et Barika, entendre tous ces chiffres, je pense que c'est aussi ce qui vous pousse à faire un métier qui est en lien avec la transition écologique et qui essaie de réduire un peu, parce que c'est quand même des chiffres qui font peur, quoi. Oui, exactement. Moi, comme je suis un peu, on va dire, dans la génération des nouveaux créateurs, je sais qu'il faut qu'on change tout ça, qu'on change nos habitudes pour aller vers, ce que je disais tout à l'heure, vers un meilleur futur dans le monde de la mode. Il faut qu'on améliore ça. Il faut qu'on arrête de consommer trop pour rien, d'acheter ce dont on n'a pas besoin. Et donc on essaie au mieux de trouver des solutions pour avancer. Très bien. Je sais pas si Marika, vous voulez réagir. On veut créer, forcément, l'objectif principal d'un créateur, donc c'est très frustrant de se dire non, je ne crée plus parce qu'il y a déjà trop de vêtements sur la planète. Tout, c'est d'arriver à trouver des justes équilibres entre la création et qu'elle soit le plus possible éco-responsable. On ne peut pas non plus arrêter. C'est aussi important de s'orienter vers des produits dont on a vraiment besoin et qu'on peut peut-être accéder à une raison différente, le porter d'une façon différente pour que tel jour il soit, je sais pas moi, hippie et le lendemain hyper fashion. Il y a plein de solutions pour pouvoir justement et la seconde main et la friperie en partie. Avec la belle pièce et les réactualiser aussi. Ouais. Et justement, toi Estelle, tu vas nous parler d'une solution qui n'est pas vraiment la seconde main, mais qui n'est pas très connue. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est ça. C'est apparu récemment, c'est pas très développé. C'est la location de vêtements. Alors le principe, il est simple. On n'achète pas les pièces, on les loue un certain temps, puis on les rend. Alors ce concept, il séduit parce que d'une part, il permet de renouveler sa garde-robe plus souvent sans pour autant entasser les articles dans son placard. Et pour certaines grandes occasions, le principe de location permet de porter des pièces parfois très coûteuses pour un prix qui est moindre. Donc les consommateurs y voient un aspect d'une part économique, mais également écologique, puisque les vêtements vont servir longtemps et vont servir à de nombreuses personnes. C'est vraiment pas mal en fait comme solution, mais comment est-ce que ça marche vraiment ?
Bon, je me suis peut-être un peu trop... Bah si tu veux, je peux t'expliquer. Il existe plusieurs types de locations et pour toutes les occasions, comme je le disais, le seul bémol, c'est que tous les exemples que j'ai trouvés, c'est des sites de location pour des vêtements féminins. Ouais. Donc pour les tenues quotidiennes, on a des systèmes d'abonnement mensuels comme Le Closet, Une robe un soir ou encore Possible France. L'abonnement coûte entre 59 et 119 € par mois sans engagement pour les exemples que je viens de citer. Et les frais de pressing sont inclus dans ce tarif. Alors la personne, elle sélectionne sur le site ses 4 pièces préférées. Elle les reçoit en théorie en 48 heures maximum. Elle les porte et elle les renvoie dans les jours qui suivent la date de fin qu'elle a sélectionnée sur le site au préalable. Et petite variante avec Le Closet, les clientes portent les vêtements autant qu'elles le veulent et sans contrainte de temps. Puis elles retournent les articles qu'elles veulent et gardent les articles si elles veulent en garder en payant un petit supplément sur le site après. Et le mois suivant, comme c'est un principe d'abonnement, elles rechoisissent 4 articles et ainsi de suite. Okay. Et pour les personnes réticentes qui préféreraient essayer leurs articles et qui cherchent une tenue pour une occasion particulière, pas de problème, je crois même que Romain et Denvel ont trouvé une très bonne adresse dans le centre de Cannes. Louer des robes de haute couture pendant 3 à 10 jours, c'est possible. Dans cet immeuble de la rue Molière à Cannes, se trouve votre garde-robe rêvée. De toutes les couleurs, longues ou courtes, en strass ou à paillettes, vous pouvez venir économiser quelques centaines d'euros et faire un geste pour la planète. Sophia Bassé, styliste et fondatrice de Raw Studio, a fait de la mode responsable l'une de ses priorités. J'avais envie de mettre cette nouvelle manière de consommer au cœur d'une ville comme Cannes qui reçoit énormément d'événements tout au long de l'année et qui a une très belle clientèle et comme ça au moins ça leur permet de pouvoir changer de robe tous les week-ends. Mettre en avant de petits créateurs français et étrangers, cela fait aussi partie de son engagement écologique. Elle le poursuit dans le choix de son pressing. Alors moi j'ai voulu vraiment faire appel à un pressing qui prend soin de mes robes mais aussi un peu de l'environnement évidemment, c'est important. Donc c'est un pressing qui utilise des produits non abrasifs pour mes robes, donc ça me permet moi aussi de les garder plus longtemps forcément parce que plus elles vont au pressing, plus elles s'abîment. Et quand elles s'abîment, Sophia a une solution toute trouvée. Alors moi j'aime organiser du coup des ventes privées pour mes clientes, du coup ça leur permet si même elles ont eu un coup de cœur durant l'année avec une location de pouvoir l'acheter par la suite et ça me permet de me séparer des robes qui soit ont été un peu trop portées ou alors qui n'ont pas fonctionné pendant la saison et moi ainsi ça me permet du coup de renouveler mon stock la saison d'après. Si pour l'instant Raw Studio ne propose qu'une solution de haute couture éco-responsable pour les femmes, bientôt les hommes aussi pourront louer leur smoking dans ce dressing. Bah c'est vrai qu'à Cannes, ça peut nous servir à la location de vêtements quand on voit tous les événements qu'il y a et toute la surconsommation que ça peut générer. Toi Cléo, tu connaissais la location du coup de vêtements ? Alors on a parlé du Closet tout à l'heure et j'ai ma maman personnellement qui adhère. Okay. Et donc je trouve ça super comme idée. C'est une bonne variante pour changer de vêtements dans un restaurant écologique. Mais après j'avais pas entendu parler des autres des vêtements même pour un événement quoi parce que ouais mais c'est intéressant, c'est vrai. Ouais, puis ça paraît encore plus logique parce que du coup un événement surtout souvent les robes, même les smokings, on veut pas les remettre parce que quand c'est médiatisé il y a vachement de critiques qui regardent les tenues etc. Donc ça veut dire que c'est des vêtements qui servent parfois qu'une fois alors que là en les louant ils serviront à quelqu'un d'autre et on peut renouveler sa garde-robe quasi indéfiniment infiniment plutôt. Vous, Marika, vous connaissiez ? Oui, je connais bien. Et ça commence à prendre pas mal d'ampleur. C'est très, très chouette pour tout ce qui est événement, comme on dit. Après, pour ce qui est du quotidien, pas mal de chemin à faire parce que on aime bien continuer de faire leur shopping. La plupart des personnes qui consomment vraiment beaucoup, c'est aussi le plaisir du shopping, le plaisir d'essayer, de choisir. Ils n'en sont pas encore pour le vêtement quotidien à louer. Ça reste encore assez limité. Et vous, dans le chat, est-ce que vous seriez prêts à avoir des vêtements du coup, qui ont déjà été portés et qu'après vous ne pourriez pas revoir, à louer des vêtements quoi. Et donc, si c'est pas le cas, je sais pas, vous n'avez pas encore eu le temps de me répondre, on a quand même des solutions pour ne pas consommer de fast fashion. Il y a des marques qui font des vêtements éco-responsables. Si vous en connaissez d'ailleurs, vous pouvez nous les dire, on verra. Flavie, si tu nous les cites,
Ça va déjà Flavie ? Ça va et toi ? T'es contente d'être là ? Ah oui, très contente. Super. Toi, tu t'es du coup penchée sur les marques pour savoir si c'était des vraies démarches écolo ou si c'était un peu du greenwashing. C'est ça, tout à fait. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis un peu moins d'une dizaine d'années, il y a de nombreuses marques de fast fashion, c'est-à-dire des marques qui renouvellent leur collection assez souvent, qui développent des marques dites éco-responsables. On a par exemple H&M qui a sorti la collection Conscious en 2019. C'est une collection de vêtements faite à partir de matières éco-responsables comme le nylon recyclé, le coton bio ou encore le polyester recyclé pour prôner une responsabilité plus écologique. Et du coup, ça c'est bien, mais est-ce que ce serait pas un peu de la com, du greenwashing ? Parce qu'on se demande quand même, quand des marques qui sortent autant de collections, qui ont vraiment un modèle économique qui repose sur toute une industrie hyper polluante, elles font ça d'un coup, elles arrivent en faisant ça. Est-ce que c'est sincère, quoi ? C'est honnête comme démarche ? Exactement, c'est ce que tu as dit. Le problème ici, c'est que cette collection, elle ne présente qu'une part infime de tous les produits que H&M vend et que le pourcentage des matières éco-responsables dans chaque vêtement n'est pas communiqué, alors que pour souligner sa démarche, H&M aurait très bien pu utiliser certains labels comme GOTS ou Demeter qui permettent aux marques de certifier qu'elles utilisent du coton bio, ce qu'elle n'a pas fait. Et c'est donc compliqué alors de vérifier qu'un vêtement de la collection Conscious est bien fait à 50% de coton biologique, d'autant plus que la collection, elle présente près de 1125 articles en vente, donc ce qui fait qu'il peut avoir énormément de risques d'invendus et de déchets textiles. Et en plus, la marque a été accusée de greenwashing par l'autorité norvégienne de la consommation. Alors j'ai cité H&M, mais il y a aussi Primark, Zara, Mango qui ont fait exactement la même chose. Et en 2023, ces marques ont toutes été pointées du doigt dans un rapport accablant de Greenpeace qui dénonçait en fait les techniques de greenwashing de la mode, donc le manque de transparence, la valorisation du plastique sous couvert de recyclage et de faux labels écologiques. Ok, merci Flavie. Vous, Barika, c'est vraiment ce sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous avez été témoin de ce genre de pratique où en fait vous voyez que c'était pas vraiment une démarche écologique, mais plutôt un bon coup de com'? Oui, exactement. C'est de la com', c'est du marketing et c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a des lois qui Pour autant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'informations à transmettre aux consommateurs pour qu'ils puissent faire son choix en conséquence. Les étiquettes sont souvent assez difficiles à trouver. On ne voit pas que c'est made in China, mais on voit qu'il y a écrit, on va mettre un petit drapeau français juste parce que l'étiquette aura été posée en France, mais le vêtement aura été fabriqué à l'autre bout du monde. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas correctes pour le consommateur et pour la planète. Il y a encore beaucoup de choses à revoir quand même de ce que je vois. En tout cas, il me semble que vous devez y aller. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Et puis de rebondir. Merci à vous. Et voilà. Merci à vous. Merci. Et puis du coup, Flavie, est-ce que du coup tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on sait si une marque est réellement éco-responsable ? Alors pour ça, il y a plusieurs moyens. Déjà, on peut se fier aux différents logos qui sont présents sur les étiquettes. Alors je sais, il y en a pas mal et c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc j'en ai sélectionné 3 qui sont vraiment de très bons indicateurs. Donc déjà, on a le label qu'on pourrait dire de référence en termes de matière éco-responsable. C'est le label GOTS qui est Global Organic Textile Standard. C'est un label qui certifie non seulement des conditions de travail dignes, mais également le respect de l'environnement et aussi de la santé de ceux qui le portent, donc sans produits nocifs pour notre peau. Ce qui est important. Et parmi les exigences environnementales qu'il requiert, on retrouve la présence de fibres biologiques certifiées entre 70 et 95% et l'interdiction des produits chimiques toxiques pour l'environnement. Ensuite, on a aussi l'écolabel européen. Alors celui-ci, il est un petit peu particulier puisqu'il n'évalue pas la composition ni l'origine du produit, mais son impact environnemental tout au long de sa durée de vie, c'est-à-dire en comprenant l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution et même le recyclage ou l'élimination du produit après usage. Donc en fait, toute la vie du produit est évaluée.
Et puis un des autres labels auxquels vous pouvez vous fier, c'est le label Origine France Garantie. Donc c'est différent que le label Made in France parce que celui-ci, il certifie que les activités qui donnent au produit ses caractéristiques principales ont toutes lieu en France. Autrement dit, la totalité de la confection, donc la coupe, le montage et la finition. Et en fait, l'intérêt principal de ce label, c'est qu'il permet de contribuer à la préservation de l'environnement parce qu'il réduit de manière conséquente les émissions de CO2 qui peuvent être liées au transport important des vêtements. Ok, très bien, c'est plus clair comme ça. Est-ce que vous, dans le chat, vous connaissiez ces labels ? Vous regardez, vous faites attention en achetant un vêtement s'ils sont labellisés. Et toi, Cléo, est-ce que vous les apprenez en cours ? J'en sais rien. Est-ce que tu les connaissais ? Je pense que oui. Mais est-ce que tu fais attention ? Et est-ce que dans ton travail plus tard, tu as envie d'avoir un de ces labels ou ces labels ? Alors du coup, nous, on a des cours de technologie des matériaux. Donc on étudie chaque matière, le lin, le coton, le polyester, tout. Et on a des labels qui sont attribués et qu'on doit apprendre, donc je suis un peu renseignée, mais c'est vrai que quand tu regardes souvent un vêtement, tu ne penses pas forcément à regarder s'il est d'origine, comment il est confectionné, d'où il vient, on n'en sait rien. Puis ils essayent eux aussi de le masquer, enfin à la limite un label un peu moins parce que ça les met en valeur, mais écrire Made in China, c'est souvent en tout petit dans l'étiquette quand il faut retourner le vêtement, donc c'est sûr que c'est pas ce qu'ils mettent en avant en premier, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est facile de se faire avoir en fait. Ouais, c'est sûr. Et en plus de ces petits logos, je crois qu'il y a certaines applications qui permettent de reconnaître l'éco-responsabilité de nos vêtements. Tu peux nous expliquer ? Et oui, tout à fait, Lucie. Alors l'application Clear Fashion permet de connaître l'impact environnemental d'une marque ou d'un produit en particulier. Et donc on va voir ensemble comment ça fonctionne puisque du coup je l'ai utilisé dernièrement. Tu nous as fait un petit tuto. Donc voilà, c'est ça. Donc on va voir en direct comment l'application marche. Voilà. Donc alors vous avez téléchargé l'application, vous allez commencer par rechercher la marque. Donc moi c'était la marque Pull&Bear. Voilà, une fois que vous avez cliqué dessus, vous screenez votre étiquette, vous renseignez, vous validez la composition et ensuite vous regardez s'il y a les labels. Donc moi en l'occurrence il n'y en avait pas. C'était un pantalon et donc vous avez le score, donc vous voyez que mon pantalon n'était pas très bien noté et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impact environnemental mais également l'impact sur les droits humains, sur le bien-être animal et sur la santé, et pour chaque partie vous pouvez voir qu'il y a en fait des sous-parties qui permettent vraiment d'avoir un score qui est très détaillé. Donc voilà, j'ai trouvé cette application plutôt intéressante, elle est gratuite, disponible sur App Store et Android. Donc, mais c'est pas un partenariat quand même, Flavie. Non, c'est pas un partenariat. Et aussi, il faut savoir que il y a, en fait, pour les marques qui renseignent leurs informations dans l'application, on peut directement scanner le code barre, mais malheureusement, vous doutez bien que c'est souvent les marques qui sont éco-responsables en fait qui renseignent leurs infos dans l'appli. Du coup, pour les autres marques comme la Pull&Bear, en fait, on est obligé de screener, de filmer la composition du vêtement une fois qu'on l'a acheté, et on peut pas trop le faire du coup avant d'avoir acheté. Ok, donc ça c'est l'application Clear Fashion. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais vous devenez de vraies petites influenceuses entre Romane, Flavie. Là, on a le droit à une équipe comme hors pair. Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'est quoi du coup les marques, Flavie, qui respectent l'environnement et qui peuvent potentiellement être certifiées par les labels que tu nous as évoqués, ou en tout cas être les mieux notées par Clear Fashion? Eh bien, des marques, il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné quelques-unes, donc toutes françaises. Alors déjà, il y a la marque bretonne Bleu Marine, et on peut rapidement voir que c'est une marque éco-responsable parce qu'elle vend seulement près de 100 produits, ce qui fait qu'il y a moins de risques de déchets textiles, et tous ces vêtements sont certifiés par GOTS, au même titre que la marque Edmond Marcel. Il s'agit d'une marque de vêtements fabriquée en France, éthique et responsable, qui privilégie aussi la qualité à la quantité et qui valorise le savoir-faire et l'artisanat français. Et en limitant donc l'impact sur l'environnement, ces vêtements sont aussi certifiés par GOTS, et la laine est issue d'élevage français de la région PACA, donc vraiment très local.
Ensuite, on a la marque Veja. Alors là, c'est l'une des plus connues. Je pense qu'on l'a un peu tous étudiée dans nos cours d'économie. Et donc, c'est une marque de chaussures française qui utilise des matériaux durables et écologiques. Et ce qui fait sa particularité, c'est que la marque a une transparence complète sur toute la chaîne de fabrication, en fournissant des informations détaillées sur l'origine des matériaux utilisés et les processus de fabrication. D'ailleurs, en 2019, la marque décide de remplacer le cuir par une imitation du cuir réalisée à partir de maïs. Et en 2022, 21% de sa collection était faite à partir de ça. Et pour ce qui est de leurs boîtes de chaussures, elles sont toutes labellisées par Forest Steward Council, et ça garantit que le bois est issu d'exploitation forestière légale qui dispose d'une gestion durable. La dernière marque que j'ai à vous présenter, c'est le slip français. Donc comme son nom l'indique, ce sont des sous-vêtements français. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chacun de leurs articles, en fait, on a toute la description des usines qui ont contribué à fabriquer le vêtement. Donc là, par exemple, pour un ensemble de sous-vêtements, on peut voir qu'il est passé par Bourg-en-Bresse, par exemple, chez Seven Fashion. Toi, ça te fait plaisir, Flavie? Oui, ça me fait plaisir. On se doute que c'est pour ça que tu l'as particulièrement sélectionné. Et bien, figure-toi que c'était un hasard. T'es tombée dessus. Je suis tombée dessus, je me suis dit, ça peut être un très bon exemple, voilà. Et du coup, et on a aussi accès en fait au taux de matière recyclée dans chacun de leurs produits du slip français, donc c'est plutôt intéressant. Trop bien, merci pour toutes ces nouvelles adresses pour faire un shopping plus responsable. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà commandé ou acheté sur ce genre de site, ou en tout cas si vous les connaissiez. Toi, tu les connaissais, Cléo, ces marques-là? Pas toutes, non, effectivement, mais c'est vrai que j'ai entendu parler du cuir végétal. Ouais. Ça, c'est une nouvelle alternative qui est super intéressante. Encore une fois, on en parlera avec la chronique d'Aurélien. Ok, et dans les créateurs un peu plus responsables, et en l'occurrence une créatrice, Gaspard et Alexandre, elles l'ont rencontrée. C'est une créatrice qui est engagée pour l'écologie dans la région. Elle est basée à Monaco, et on écoute le reportage tout de suite. Imaginez que cette robe, présentée à la Fashion Week de Monte-Carlo en 2019, est issue d'une chute de textile. À 25 ans, Inès Bensala a réussi à s'imposer dans le monde du luxe tout en conservant ses convictions écologiques. Je collabore avec une superbe usine de prêt-à-porter de luxe qui fait un peu toutes les grandes marques. Et en fait, c'est tous les tissus des maisons de couture, et je récupère les fins de série. Donc tout ce qui doit être jeté en fait, et en fait j'en fais des stocks limités. Donc on m'appelle, on me dit ok, t'as 50 mètres ici, t'as 150 mètres là, de noir, sans de blanc, il y a tel textile, et voilà. Et j'ai un contrat sur ça, et c'est comme ça que je peux faire de la grande qualité, avec un coût moindre, et en même temps avec un système de circularité super bien défini et très local. Un principe de réutilisation qui permet à la créatrice de proposer des pièces uniques à ses clients, selon leur goût et à partir de leurs anciens vêtements. En fait, j'ai en stock une sorte de panier où les gens peuvent me donner ce qu'ils veulent. Et en fait, ça permet au client déjà de payer moins cher, et en même temps de faire du tri pour chez lui, et de créer sa pièce avec des morceaux qu'il n'imaginerait même pas qu'on pourrait incorporer. Des matières toujours plus originales qui nécessitent une grande imagination. Et donc ça, c'est à la base d'une bouteille en plastique. Oui. Plastique, on découpe le truc, et après on fait tout notre processus artisanal avec le tissu, et voilà. Et tout ça, c'est de la récup. Prochain objectif pour Inès Bensala et sa marque Inessa Création, développer plus d'accessoires tout en restant éco-responsable. Et d'ailleurs, cette créatrice, elle fait des sacs plastiques, hop, on va bien les montrer, en maïs recyclé. T'en parlais tout à l'heure déjà pour Veja. Donc en fait, elle envoie ses colis dans ce genre de sacs qui sont en maïs recyclé, ça se voit pas comme ça, et en plus qui sont biodégradables. Donc si on les laisse 180 jours, ils se biodégradent, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, c'est vraiment une démarche de A à Z. Toi Cléo, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu peux nous montrer, parce qu'il y a aussi une démarche éco-responsable? Tu nous as ramené quelques pièces, explique-nous. Oui, alors en cours en ce moment, donc tous les élèves, on est sur un projet vraiment personnel, et donc chacun a choisi de faire transparaître ses valeurs. Okay. Et donc moi, je suis partie sur tout ce qui est récupération de végétaux. Je veux vraiment partir dans quelque chose de naturel, donc pas utiliser de machine. Je veux vraiment utiliser mes mains pour créer. Et par exemple, j'ai fait un tricot avec des morceaux de palmier
que j'ai incrusté. Donc c'est du palmier que j'ai récupéré dans Cannes, tout simplement. Et que j'ai traité, que j'ai incrusté pour le mettre plus tard sur des vêtements. C'est génial. Tu vas dans Cannes et après tu l'intègres à ton vêtement. Exactement, voilà. Sauf que là en circuit court, on est très court. Oui, j'ai regardé un peu autour de moi ce qui pouvait être intéressant, ce que je pouvais récupérer en fait. Okay. Et c'est vrai qu'on fait pas forcément attention. Il y a plein de palmiers partout à Cannes, donc c'est l'occasion de récupérer parce que je sais que sinon c'est brûlé, donc c'est bien de les récupérer. C'est cool. Et donc vraiment le palmier c'était mon élément principal pour la silhouette que je veux créer, donc je l'ai réutilisé partout en le rattachant avec de la laine. Sur beaucoup. Et là t'as les feuilles de palmier carrément. Ouais, donc là, ah oui. Donc hop. C'est des feuilles de palmier séchées. Mais en fait c'est bien parce que c'est un peu extensible, ça se casse pas forcément, donc c'est facilement utilisable pour créer plein de choses. Je m'amuse bien et puis c'est écolo, donc c'est très bien, voilà. Ok. Et je vois une petite question dans le chat, n'hésitez pas à en poser d'ailleurs parce qu'il y en a peu. Au bout de 180 jours, le sac disparaît. Alors non, il ne disparaît pas le 104e jour comme ça, mais c'est qu'il est biodégradable, donc il met 180 jours pour se décomposer complètement. Et donc voilà, merci Cléo de nous avoir montré ça. Moi, il y a un petit détail quand même qui m'a interpellée et qui n'est pas vraiment négligeable, c'est les prix des produits que tu nous as présentés, Flavie. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus élevés de ce qu'on va dire les marques classiques ? C'est vrai que malheureusement l'éco-responsabilité c'est pas forcément accessible à tous, encore que cela peut dépendre de la fréquence à laquelle on achète des vêtements, mais du coup ces prix élevés, Lucie, ils sont d'abord liés aux matériaux qu'utilisent les marques qui peuvent s'avérer onéreux. Par exemple, dès qu'on utilise du coton issu de la culture biologique, c'est plus cher. Et ensuite les matières textiles naturelles ou qui se rapprochent du naturel, donc qui nécessitent peu d'eau ou peu de produits chimiques, elles sont également plus coûteuses. Et puis pour produire de manière éco-responsable et rechercher des tissus en fait toujours plus écologiques, les marques elles doivent beaucoup investir dans la recherche et le développement, et ce qui fait que cela ajoute des frais supplémentaires, au même titre que lorsqu'elles veulent se faire certifier par certains labels, ça aussi ça a un coût, mais du coup le coût majeur, le plus gros en fait lorsqu'un vêtement excusez-moi et ensuite, donc, ces prix s'expliquent aussi par les normes de production. En effet, lorsqu'un vêtement est produit en France ou en Europe, il y a des normes éthiques strictes en matière de travail pour garantir des conditions de travail justes et sûres pour les employés, ce qui implique un coût de production plus élevé et qui peut se répercuter sur le coût final du produit. Alors que certaines entreprises qui produisent en Chine ou au Bangladesh, elles n'auront pas toutes ces normes parce que malheureusement, respecter les droits de l'homme, ça coûte cher. C'est ça. Donc en fait, peut-être ce qu'il faut faire, c'est consommer moins, mais mieux. Et donc placer cet argent pour avoir du coup un seul vêtement, là où avant peut-être qu'en fast fashion on peut en avoir 2 ou 3, mais du coup par contre avoir un vêtement qui est éthique, qui respecte l'environnement et l'environnement, les consommateurs et les producteurs. Et d'autant plus que c'est fait avec des matières qui durent vraiment dans le temps, donc c'est un investissement qui peut être plutôt rentable là-dessus. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Et du coup, toi, Cléo, c'est un peu ce genre de choses que tu as envie de faire, des choses qui sont peut-être un peu plus chères. Enfin, je me doute que c'est pas ton objectif ultime de faire des choses chères, mais en tout cas de faire des choses qui seront éthiques et aussi, je pense que la manière dont c'est fait, c'est important au-delà de juste le coût environnemental. Oui, plus durable en fait. Ouais. C'est vraiment ce qu'on recherche. Mais je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui font aussi des vêtements modulables en fait. Donc, ça veut dire quoi des vêtements modulables ? C'est quand avec un vêtement, on peut le transformer en un autre vêtement, et je trouve que c'est une autre façon d'aborder cet aspect écologique autre que la matière en fait. Mais concrètement, un vêtement modulable, c'est un t-shirt qui devient un pantalon ? Voilà, exactement. Par moyen des zips, des choses qu'on enlève. Donc comme ça permet de reporter un vêtement de différentes manières, donc de l'avoir plus longtemps dans le temps. Voilà. Ok, très bien, merci. Bonjour Aurélien. Bonjour Lucie. Ça va ? Ça va et toi ? Tu t'es remis de la défaite d'hier ? Difficilement, mais on essaie. Ok, bon, on arrive à la fin de l'émission. De quoi est-ce que tu viens nous parler aujourd'hui ?
Alors moi je vais te parler des tissus les plus écologiques qui soient, donc l'art de s'habiller classe sans tuer la planète. Donc déjà il faut savoir que les fibres textiles de nos vêtements, elles peuvent se répartir en 4 catégories bien distinctes. D'abord il y a les fibres naturelles, ensuite les végétales, puis celles animales et enfin les fibres synthétiques, donc celles issues du pétrole. Inutile de préciser que les fibres synthétiques comme le polyester ou l'élastane par exemple sont les plus polluantes. Mais attention, on pourrait croire que les fibres naturelles sont écologiques, alors que ce n'est pas forcément le cas. Le lin, par exemple, c'est un très bon élève, on y reviendra plus tard, mais l'un des pires, voire l'ennemi numéro 1 de la planète, c'est le coton, alors qu'il est pourtant une fibre naturelle et très utilisée, comme tu le dis. Donc pour donner un ordre d'idée, 1 kilo de coton, on le voit ici à l'écran, ça nécessite 10 000 litres d'eau, donc c'est tout simplement considérable. Et pour un seul pauvre t-shirt de coton, donc la consommation atteint déjà l'équivalent de 70 douches. Rendez-vous compte, c'est déjà plus que le nombre de douches prises dans une vie par le joueur moyen de League of Legends. Donc pas de chance pour nous. Il a balle perdue. C'est une petite balle perdue, c'est vrai, mais je l'assume. J'en assumerai les conséquences. Donc pas de chance pour nous, les deux fibres qui se retrouvent sur les 3/4 de nos vêtements que l'on porte tous les jours, c'est justement le coton et le polyester. Donc maintenant voilà quelques chiffres. 39,7 millions de tonnes produites en 2015, c'est pour le polyester, et 17,7 millions de tonnes, c'est pour le coton. Bon, en revanche, tout n'est pas perdu puisqu'il suffit, entre gros guillemets, de recycler le polyester pour qu'il devienne assez écolo. En fait, son recyclage réduirait jusqu'à 80% de l'utilisation d'énergie et environ 70% des émissions de gaz carbonique en comparaison avec une fibre qui serait neuve, elle. Ok, bon, ça fait quand même beaucoup. Et tout ça juste pour s'habiller. Rassure-moi, il y a peut-être quand même des innovations. On réfléchit beaucoup. Il y a des tissus qui ont un meilleur impact sur l'environnement maintenant. Ouais, bien sûr. Je vous ai concocté une liste de tissus qui sont quasiment inconnus au bataillon, mais qui sont pourtant très sains pour l'environnement, donc, et qui constituent sans doute même l'avenir de la mode. Donc sans plus tarder, le premier tissu de ma liste, c'est l'étonnante fibre de lait que l'on voit ici. Ouais, ça existe. En fait, le principe, c'est qu'on sépare la caséine, qui est l'une des 2 protéines du lait, avec le lactose. Donc, on la sépare du reste du lait, et puis on injecte un acide qui est non chimique. Ça donne une espèce de poudre que l'on peut ensuite filer, comme du coton. Je l'ai jamais testé sur moi, pour être franc, mais d'après mes sources, le résultat final, ça donne plutôt un textile qui est semblable à la soie, donc très doux, très agréable à porter. Ensuite, on retrouve la fibre de feuilles d'ananas. Je vous l'avais dit, que la liste a été très exotique. Bref, cette fibre a été récemment utilisée pour mettre au point la matière textile qui répond au joli nom de Pignatex. Et ces premières productions ont permis de remplacer le cuir dans certaines des chaussures vendues ou certains accessoires, même comme les ceintures qui sont faites en cuir. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, comme dirait monsieur Quentin Souza, big up à lui d'ailleurs. Ce nouveau cuir végétal, c'est la fibre, qui est la fibre de feuilles d'ananas. Elle a été récompensée au prix de l'innovation matérielle en 2016. En troisième, on retrouve le lyocell. Donc lui, il provient directement de l'eucalyptus et sa fabrication est écologique lorsque le bois est issu de plantations certifiées PEFC, ce qui est quand même quasiment toujours le cas. Donc le tissu a le mérite d'être résistant, respirant et biodégradable. Il a tout pour lui. Suivant le même procédé, il y a aussi la fibre d'algue qui est très écologique. On extrait en fait cette fibre, on la mélange à la cellulose, comme pour l'eucalyptus que je viens de citer, et le tour est joué. Alors cette matière ne se froisse pas, elle est très douce et elle favorise l'évacuation de l'humidité. La fibre d'algue est donc très adaptée pour faire du sport ou même pour porter en sous-vêtements. Ensuite, on a la fibre de coco qui est aussi une bonne alternative au tissu traditionnel, mais par contre, elle doit être mélangée à du coton qui est lui, comme on l'a vu, plus polluant. Malgré tout, le tissu qui vient directement de la noix de coco est réputé pour son côté antibactérien et déodorant. Et enfin, le dernier de la liste, c'est la fibre de lotus. Mais elle est extrêmement chère, en fait, extrêmement luxueuse du fait qu'elle est originaire de la région du lac Inle en Birmanie, qui reste sur Terre le seul endroit où l'on sait filer cette fibre. Donc si on veut s'en procurer, il va falloir l'importer directement de Birmanie, et la Birmanie c'est très très loin. Ok, bon ça fait rêver tout ça. Toi Cléo, tu connaissais toutes ces fibres Oui, effectivement, j'en ai entendu parler en cours. Et par exemple, le cuir d'ananas qui est utilisé pour des chaussures, des sacs. Il y a aussi du cuir de banane qui peut être utilisé, bananatex. Voilà, c'est ce que tu penses là, Aurélien, tu nous as pas parlé du cuir de banane. Franchement, même dans mes recherches, je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous devez être vraiment à la pointe. Mais c'est vrai que toutes ces solutions, en fait, on ne les connaît pas. Enfin, je veux dire, je pense pas que tous les consommateurs soient au courant. Donc,
et on n'est pas assez informé des solutions écologiques qu'il pourrait y avoir pour... Non, mais on peut espérer que ça arrive, parce qu'on en parle de plus en plus. Après, tout ça, ça a sûrement un coût. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pour l'instant, elles restent quand même chères, hein, toutes ces matières, puisqu'elles sont assez rares. La fibre de feuille d'ananas, par exemple, elle coûte 50 € à produire au mètre carré, contre 18,90 € pour le polyester, enfin 18,90 €. Donc la matière la plus abordable justement dans la liste que je viens de vous citer, ce serait la fibre de lait qui a un coût de revient de 24 € le kilo, ce qui est quand même plus de deux fois moins même que la soie. Donc c'est pas négligeable. Ensuite, j'aurais pu rajouter des textiles comme le chanvre ou la cachemire ou encore le cuir végétal, mais ces textiles-là sont moins neutres en fait pour la planète que les 6 précédents, même si ça reste quand même des très bonnes alternatives. Évidemment, j'aurais aussi pu inscrire la laine ou le mohair en fait du mouton, mais ces tissus, bien qu'ils soient naturels, hein, puisqu'ils sont issus de l'animal, en fait, ils ont le tort de demander beaucoup d'eau, de nourriture et d'espace au préalable pour le mouton. Ok. Et puis bon, Aurélien, on te connaît. Tu n'allais pas faire une chronique entière sans nous parler de foot. Alors explique-nous comment est-ce qu'on peut concilier mode durable et ballon rond. Alors effectivement, Lucie, tu me connais bien. Lors de la saison 2021-2022, le FC Nantes a dévoilé son maillot domicile fabriqué à partir de fibres de polyester recyclées. En clair, non seulement il est recyclé ce maillot, mais il est aussi consigné et encore recyclable par la suite. Donc voilà, c'est celui-là que vous voyez à l'écran. Les supporters qui se sont débarrassés du coup de ce maillot à la fin de la saison ont permis son recyclage ensuite en d'autres goodies du club comme des peluches, des porte-clés ou autres. Et donc pour la statistique, pour vous donner un ordre d'idée, un maillot comme celui-ci, qui est déjà non seulement sublime, mais ça ça c'est personnel, je crois. Voilà, on va pas hypothéquer, on va pas déblatérer sur le design. En fait, il représente 13 bouteilles de 50 centilitres d'eau. Donc c'est une première historique en France, cette création de maillots avec du plastique recyclé. Je dis bien en France parce que le club de 4ème division anglaise des Forest Green Rovers, qui porte d'ailleurs du coup très bien son nom, a entamé le même virage, puisqu'en 2010, en fait, le club a été racheté par Dale Vince, qui est un Américain qui a fait fortune dans l'énergie éolienne. Et depuis, les maillots des joueurs de ce club sont fabriqués avec des matériaux comme du marc de café ou du plastique recyclé, comme le maillot du FC Nantes. Et cela s'inscrit même dans une politique bien plus large, en fait, puisque le club est réputé pour être le plus green du monde. Et il porte bien son nom, quoi. Exactement, c'est ça. Ok, ben en fait, encore une fois, on voit que c'est un truc qui est en cours et qui va sûrement se développer. Par exemple, est-ce que pour le Tiège 2024, le JCFC aura des maillots faits à base de bouteilles recyclées ou... Je crois qu'on est en pourparlers avec Greenwatching, donc on verra si la collaboration se fait, mais j'ai de bonnes chances. J'explique quand même au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas, le Tiège, c'est le tournoi inter-école de journalisme auquel on participera au mois de mars à Grenoble. Je crois que pour l'instant c'est en cours. C'est ça, exactement. Mais en cours bof, mais c'est en cours, peut-être que d'ici quelques années, peut-être que d'ici quelques années ou quelques mois, on gagnera le Tiège déjà et peut-être qu'on gagnera un meilleur bilan carbone. Ce sera encore plus beau de gagner sur les deux tableaux finalement. Ok. Est-ce que Cléo, tu as quelque chose à rajouter sur après toutes ces informations? Non, pas forcément. J'ai vraiment appris plein de trucs en fait. Ok, bah ça fait plaisir. Ça veut dire que nous aussi, tu nous as appris plein de trucs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir participé à cette émission. Greenwatching épisode 4, c'est terminé. Je remercie à tous nos super chroniqueurs d'être intervenus en plateau. Et puis aussi un grand merci à la régie sans qui vous n'auriez jamais pu voir cette émission. Un grand bravo à tous, j'étais ravie de pouvoir présenter cette émission. Rendez-vous le 4 mars pour le dernier épisode de Greenwatching de la saison. En attendant, vous pouvez retrouver la rediffusion sur la chaîne YouTube de JC Media et quelques extraits de vos chroniqueurs préférés sur le compte Instagram de JC Media. Je vous souhaite une super fin de soirée. Merci à tous et portez-vous bien. Portez-vous bien, merci. Merci. Bravo.